Monsieur Nicolas, est-ce que vous Coralie. arrivez à dormir? Je dors bien tôt. Je vous l'avoue, je m'endors tôt, mais je dors bien, oui. Je vous Maire, remercie. vice-président de communauté de communes, élu départemental, vice-président au département, président du PETR, on se demandait avec toutes ces fonctions, quand est-ce que vous arrivez à dormir? J'arrive à m'organiser. D'abord, je me suis organisé professionnellement, puisque j'ai mis en parenthèse mon activité professionnelle. Mais vous étiez directeur adjoint du Pont J'étais du directeur Gard. adjoint du Pont du Gard, donc je me consacre pleinement à mes mandats. Effectivement, il faut avoir une capacité de travail importante, mais je l'assume et je peux dire que j'y prends beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que vous, comme le maire du Grau-du-Roi, comme le maire aussi de Sommières, vous faites partie de cette génération d'élus qui ont été dans l'opposition ou dans l'ombre d'un maire qui a perdu. Et quand vous arrivez au pouvoir, vous prenez toutes les fonctions. C'est pas très démocratique quand même. C'est totalement démocratique, parce que je vous rappelle, nous avons été élus et que je ne me suis pas auto-désigné maire de Marguerite ou conseiller départemental. Oui, surtout après l'Empire de M. Portal. Non, c'est tout à fait démocratique. Donc, l'élection à Marguerite faisait suite effectivement à un long règne de William Portal. Il y avait un besoin de changement sur la commune de Marguerite. Et je crois que le travail qui a été mené, la dynamique qui a entouré cette élection municipale, m'a suivi dans l'élection départementale qui s'est déroulée un an après. Après, ce sont des mandats complémentaires peut-être qui vous permettent de mieux agir sur votre commune? Ce sont des mandats complémentaires, ce sont des mandats de territoire, pour ma part, qui sont sur un seul territoire, celui de Nîmes Métropole, parce que le canton de Marguerite fait entièrement partie du territoire de Nîmes Métropole. Même si les deux collectivités ont des compétences différentes. C'est deux collectivités effectivement différentes, mais moi, me concernant, ma présence sur le terrain, elle se fait sur un périmètre restreint. Allez, on va aller dans l'ordre décroissant à partir du département. Vous êtes vice-président à l'insertion. Ce vendredi se tient une nouvelle assemblée publique au conseil départemental et vous allez annoncer une bonne nouvelle. Le nombre de bénéficiaires du RSA est en baisse. Le nombre de bénéficiaires du RSA est en baisse puisqu'il passe de 31 000 bénéficiaires du RSA à 28 700 au chiffre du 30 septembre. Deux raisons. Ce qui est très bien, deux raisons. La première, c'est une reprise de l'activité significative, de l'activité économique significative. Il faut le noter. Il faut relativiser néanmoins, car les mesures de l'état d'urgence sanitaire ont permis aux chômeurs d'être maintenus dans le chômage et du coup dans leurs droits et du coup de ne pas basculer dans le RSA. Ce que l'on ne sait pas encore, si cette trajectoire est structurelle ou conjoncturelle, c'est trop tôt pour le mesurer, mais c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, la situation reste préoccupante sur notre département. Je rappelle qu'on a un taux de chômage qui est à 12%, on a un taux de pauvreté qui est à 20%, un taux de chômage des jeunes qui est à 27%, quand la moyenne nationale est à 20%. On reste l'un des départements les plus pauvres de France. On reste les départements les plus pauvres de France. Mais c'est vrai que cette baisse, quand même, elle est significative du fait qu'il y a plusieurs années, sous Damien Larry, sous Denis Boide, l'envolée du RSA coûtait très cher à la collectivité. Et là, vous économisez, entre guillemets, un peu plus de 7 millions d'euros et c'est quand même énorme et il faut le dire. Ah oui, c'est une bonne nouvelle budgétaire, effectivement. C'est une bonne nouvelle pour les bénéficiaires du RSA. Pour ceux qui sont sortis du RSA, maintenant le combat est loin. Et le combat, il va être dans l'insertion et ça va être votre combat. Vous êtes un nouvel élu. On sait que les dernières années, pour faire des économies, le budget de l'insertion a été diminué. Le budget de l'insertion, c'est celui qui permet aux bénéficiaires du RSA de retrouver du travail, donc de sortir de ces aides sociales. Comment vous allez vous battre? Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer justement d'aider à cette reprise économique, de l'encourager? Alors d'abord, je vais prendre mes marques et prendre le temps de l'inventaire ou le temps du diagnostic sur ce qui est mis en place. Je suis en charge de cette question depuis 3 mois maintenant. Donc il faut le temps d'analyser tout cela. D'autant plus qu'au département, nous allons lancer le schéma départemental des solidarités qui va fixer le cap, les grandes orientations que va porter le département en matière de solidarité. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 priorités vers lesquelles il faut se tourner. Tout d'abord, rapprocher ceux qui sont privés d'emploi des besoins d'emploi et notamment des besoins d'emploi de notre territoire, le bâtiment, le BTP, l'aide à la personne, le tourisme, l'hôtellerie. Je pense qu'il faut mettre, tout à l'heure je disais que les jeunes, il y avait 27% de jeunes qui étaient au chômage. Je crois qu'une de nos priorités en matière d'insertion doit être à destination des jeunes. On sait qu'aujourd'hui, passer 6 mois, 1 an à l'intérieur du RSA, il est compliqué de retrouver l'emploi. Aujourd'hui, 50% des bénéficiaires du RSA sont au RSA depuis plus de
4 ans. Vous allez vous battre sur votre budget, vous avez 8 millions d'euros. Vous avez demandé qu'on l'augmente ? Bien sûr que je me battrai sur mon budget. Alors, nous ferons des arbitrages budgétaires, mais si les chiffres continuent à descendre, et si ces enveloppes de 7,5 millions sont libérées, peut-être que nous pourrons effectivement les redéployer vers l'insertion, vers la stratégie d'insertion. Bon, vous êtes nouvel élu au conseil départemental. Comment vous vous sentez au sein de cette Très bien. D'abord, c'est une collectivité que je connais bien puisque j'ai travaillé au sein de cette collectivité. C'est une collectivité où on nous a laissé toute notre place. Quand je dis nous, c'est le territoire, le groupe politique que nous avons constitué, le groupe territoire citoyen avec Robert Crost, Laurence Borduca-Fauquet et Valérie Guardiola, ma binôme. Nous avons toute notre place au sein de cette majorité. On nous a confié une vice-présidence, la mienne en l'occurrence. On nous a confié la présidence d'Habitat du Gard. Donc on a pris toute notre place. Elle était généreuse. Elle a été. Madame Perrigo. C'est que notre voix compte et que notre place compte. Je crois que. Plaisir à Denis Boine. Pourquoi dites-vous ça? Ça l'a soutenu, non? Ah oui, complètement. Oui. Il nous a soutenus. Et il a fait le job sur le terrain. Il a fait le job sur le terrain. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons une majorité sereine au sein de la collectivité, même si je crois qu'il ne faut pas oublier les élus qui sont proches de nous et qui ont participé de la majorité relative et avec qui nous devons continuer à travailler. Quel regard vous portez sur la présidente, sur la présidente Perrigo, voilà, sur ce qu'elle vient de faire sur ce début de mandat? La présidence, je crois, c'est M. Serre qui disait que c'était une présidente de dossier. Et effectivement, je crois elle sait où elle va, elle a fixé son cap, elle a un projet politique. Les premières réunions de majorité sur les projets phares du département ont commencé à se dérouler. Et la présidente mène sa barre. Alors je sais que beaucoup s'interrogent sur sa présence sur le terrain. C'est surtout qu'en fait, je crois elle est là que pour un seul mandat, donc elle n'a pas besoin de prendre de risques. Ou justement, elle peut justement prendre des risques et puis bousculer. Tout est. Aujourd'hui, nous avons C'est assez sans surprise. Aujourd'hui, nous avons les cartes en main, mais les 6 premiers mois étaient plus compliqués. On était à la veille d'une élection. Là, aujourd'hui, nous venons d'être élus jusqu'en 2028, je crois. Donc, nous avons 6 ans devant nous et nous avons de quoi construire un beau projet départemental et bien faire évoluer cette collectivité. Alors, Monsieur Nicolas, vous n'avez pas trop mal aux adducteurs? Bah voilà. Parce qu'il y avait une superbe course de cyclo découverte entre Bezous et Cabrières. Est-ce que vous vous êtes régalé? Est-ce que vous avez gagné? Alors, je n'ai pas gagné, c'est bien entendu le président Franck Proust qui est arrivé en tête. Il ne pouvait pas être autrement. Et il ne pouvait pas être autrement. Il était bien meilleur que nous, bien entendu. Non, ça a été un très bon moment, et puis un moment un peu décalé, comme on n'a pas l'habitude de les vivre dans nos moments d'inauguration. Mais en parlant d'adducteurs, Sacha, tu poses bien la question parce que vous êtes élu, vous, à Nîmes Métropole, dans une majorité de droite, et au département, vous êtes élu dans une majorité de gauche. À un moment donné, Où est-ce que vous vous situez politiquement? Je rappelle que vous êtes un ancien socialiste. Alors, je suis aussi un ancien délégué de classe. Alors, je ne sais pas s'il faut le rappeler, mais... Je comprends, Coralie, que de votre fenêtre, du moins de la fenêtre des médias, pas que la mienne, non. Cela puisse vous perturber, que je fasse partie d'une majorité de droite, d'une majorité de gauche, parce que les médias, vous avez besoin de nous classer. Non, on peut se poser des questions. C'est original. Fenêtre, je vous rappelle qu'au mois de juin dernier, j'avais face à moi, avec Valérie Guardiola, nous avions face à nous une liste de droite, une équipe de gauche, une équipe du Rassemblement national, que nous étions les seuls en dehors des partis politiques. Et que si nous nous plaçons sur la fenêtre de la fenêtre des électeurs, je crois que les électeurs aujourd'hui se soucient peu de nos positionnements à droite ou à gauche dans le cadre de nos politiques de territoire. Ce qui les intéresse, c'est que nous menions des politiques de territoire. Lorsque je porte la délégation fonds de concours on va en parler. À Nîmes Métropole, je ne porte pas une politique de droite, une politique de gauche. Lorsque je parle de taux de chômage et d'insertion, je ne parle pas à gauche ou à droite. Alors on a bien compris. Aujourd'hui, et d'ailleurs... Reste 2 questions, Coralie. Et d'ailleurs... On a compris, vous êtes un élu du territoire et vous portez une politique sur terre. On verra à l'exercice du pouvoir, parce qu'il y a quand même plus Emmanuel Macron. Non plus, moi je suis pas... C'est cette philosophie. Non, pas du tout. Moi aujourd'hui... Mais je crois qu'il faut travailler. Je crois qu'il faut travailler avec le président.
Bon, sur mes petits fonds de concours qui vont passer bientôt à Nîmes Métropole le 2 novembre, si je ne m'abuse, est-ce que vous avez bon espoir? Alors, les fonds de concours, on rappelle, ce sont des subventions qui sont versées aux communes pour qu'elles puissent construire leurs projets. Est-ce que vous avez bon espoir de faire adopter cette nouvelle doctrine qui, visiblement, n'est pas du goût du maire de Nîmes? Oui, j'ai bon espoir de la faire adopter. Je rappellerai aussi que le président Franck Proust a rappelé que ce sujet des fonds de concours ne devait pas être un sujet polémique. C'est pas la pierre angulaire de la politique de mini-métropole. La réforme que l'on propose, elle s'inscrit d'abord dans un cadre politique, puisque le président avait fixé un cap de verdissement des fonds de concours. On va le faire à travers l'éclairage public, sans vouloir vous couper, le gros débat, c'est est-ce qu'il y aura assez d'argent pour la ville de Nîmes et est-ce que la ville de Nîmes ne va pas ramener tous les budgets vers elle au détriment des autres petites communes? La réforme que nous proposons tend vers une équité entre les communes en ventilant cette enveloppe de 30 millions en fonction des strates de population. D'accord, mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au maire de Nîmes? Et en identifiant la ville de Nîmes, en disant que la ville de Nîmes, de par sa centralité, porte des projets qui ont une dimension intercommunale. Donc ce soir, vous lui dites quoi, Jean-Paul Fournier? Je dis à la commune de Nîmes qu'aujourd'hui, les projets qu'elle portera seront pris dans le cadre de l'enveloppe dite des projets de secteur. Nous avons consacré 10 millions. Nous avons consacré... Pour Nîmes et Saint-Gilles, sauf que Jean-Paul Fournier demande 10 millions d'euros pour le Palais des Congrès. Et il en a d'autres. Nous avons consacré 10... Il répondra vendredi, puisqu'il sera vendredi. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir? Je lui dis que nous avons consacré 10 millions d'euros au projet de secteur et que Nîmes sera éligible sur cette enveloppe de 10 millions d'euros. Et qu'à ce titre-là, Nîmes pourra prétendre, aujourd'hui, l'enveloppe que j'ai, 20 millions pour les fonds de concours, 10 millions pour les projets de secteur, 30 millions. Si demain, la majorité communautaire me donne 50 millions, je répartirai 50 millions. Coralie, 2 questions très rapides de politique nationale. Très politique, très rapide. Vous ne serez pas candidat aux législatives? Je me rase tous les matins, je n'y pense pas. Donc sur la 6e circonscription, vous allez choisir qui? Voilà, peut-être Monsieur Bertha, qui est député Modem en Marche. Monsieur Courdil, vous allez fâcher probablement Franck Proust si vous ne soutenez pas François Courdil. Non seulement je ne suis pas membre d'un parti politique, donc je ne soutiendrai pas un parti politique, et je ne suis pas un leader d'opinion. Donc le positionnement de Rémi Nicolas, il n'intéresse personne, et non, je ne me positionnerai pas. Et aujourd'hui, Rémi Nicolas, le maire de Marguerite, il intéresse les candidats. Et aujourd'hui, qui sera candidat sur la 6e circonscription? Qui vous allez soutenir à la présidentielle? Idem. Vous avez parrainé? Aujourd'hui, alors, faut un peu se mouiller. Aujourd'hui, d'abord, il y a plus de tort de candidats. On doit être à 25 candidats. On verra qui se positionnera. Est-ce qu'Éric Zemmour pourrait vous séduire? Moi, je ne pense pas qu'Éric Zemmour me séduira. Je suis même sûr qu'il ne me séduira pas. Je suis sûr qu'il ne me séduira pas. Mais moi aujourd'hui. Vous mouillez pas trop. Mais c'est pas le rôle du maire de Marguerite de se mouiller sur l'élection présidentielle. C'est le rôle Touzelet l'a dit, quand on est membre d'une famille politique, il faut prendre position. Moi, je ne suis pas membre d'une famille politique. Merci beaucoup, Rémi Nicolas, le maire de Marguerite, d'avoir répondu à toutes nos questions.